Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, pour un épisode spécial carnet de campagne, à l'occasion de la sortie de cette BD événement à laquelle la Cité consacre une exposition jusqu'à la fin de l'été. On est là pour présenter un livre sur une campagne présidentielle. On est 6 dessinatrices et dessinateurs, 2 filles et 4 garçons. Bonjour Mathieu Sapin. Bonjour. Et bonjour aux 5 autres, Louison, Dorothée de Montfred, Coco Pello, Morgane Navarro et Lara. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous êtes donc là pour nous présenter ces carnets de campagne qu'on a suivi se construire tout au long de la campagne. Il y avait des petits teasings réguliers. Le défi, Mathieu, en 2 mots, c'était quoi ? C'était de raconter les coulisses de cette campagne présidentielle, tout en se mettant en scène. On va ensuite expliquer que chacun suivait un candidat, mais l'idée de départ, c'était quoi ? L'idée, c'était de raconter donc cette campagne présidentielle avec plusieurs points de vue et vraiment à la fois de raconter l'intime, c'est-à-dire que nos parcours à nous 6 au sein de ce gros machin qui est la campagne, et évidemment l'espèce de cirque qu'on voit dans les médias, quoi. Toi, tu as suivi Emmanuel Macron, que tu connais bien maintenant, le président sortant réélu. On peut dire ça, oui. Morgane, c'était Marine Le Pen et Éric Zemmour. Lara, Jean-Luc Mélenchon. Coco Pello, Pécresse et Lassalle. Dorothée de Montfred, Yannick Jadot. Et Louison, Anne Hidalgo. J'ai fait dans l'ordre d'arrivée, donc Louison, tu arrives à la fin. Il y a une case au tout début où tu leur dis, vous allez y prendre goût à suivre la politique. Parce que les uns et les autres, vous avez fait différentes choses. Dorothée, rien à voir. Certains, vous étiez quand même un peu dans les coulisses du pouvoir. Mais est-ce que vous y avez pris goût ? Est-ce que vous avez envie d'y retourner ? Alors moi j'ai pris goût à la démarche, le reportage, quoi, de se déplacer, d'aller voir les choses de près, etc. Ce que j'avais jamais fait avant. Et ça c'était sympa, je pensais pas que j'allais y prendre goût comme ça. J'étais surpris par ça. Voilà. Dorothée ? Moi, c'est un peu la même chose. Parce que toi, tu viens pas du tout de là, pour le coup. Tu es plutôt dans les albums jeunesse. J'ai fait beaucoup de livres jeunesse. J'ai fait quand même quelques bandes dessinées adultes aussi, mais bon, c'est beaucoup moins important en volume. Et là, ce qui était nouveau, c'était en effet d'aller se déplacer sur place et de dessiner la réalité, de dessiner des gens qui existent, de dessiner autre chose que des animaux. Donc tout ça, c'était assez nouveau pour moi. Et oui, bien sûr, j'y ai pris goût, clairement. Alors la politique, je sais pas, mais en tout cas, des choses pour adultes qui raconte la réalité, oui, ça c'est hyper addictif. Et puis il y a aussi autre chose, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ancrage temporel de ce livre. C'est-à-dire c'est un livre qui a été fait très vite, qui raconte des choses du présent et qui est lu quasiment dans le présent. Et ça c'est génial parce qu'on a un lien au lecteur qui est très différent de ce qui peut être quand on a plus de distance. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'habituellement, vous finissez le livre, il part chez l'éditeur, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois qui se passent avant que le livre arrive vraiment dans le commerce, alors que là, vous l'avez fini ce livre il y a quelques jours finalement. Oui, moi d'habitude c'est plusieurs mois, hein. C'est au moins 6 mois entre quand je finis le livre et la sortie en librairie. Là on a envoyé le livre chez l'imprimeur le 26 avril et voilà, il est en librairie le 12 mai. On a le sentiment quand on lit le livre que les uns les autres vous avez eu des accès très très différents finalement, qu'il y a des candidats qui ont plus joué le jeu que d'autres. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, vous avez fini par rencontrer, mais ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué. Et je pense pas en fait que les candidats jouent le jeu. Je pense que le jeu, enfin c'est nous qui jouons un jeu. Eux, ça les intéresse pas vraiment. Ils ont un travail à faire, leurs équipes autour d'eux. Si on a eu des accords de principe, parce que c'est inoffensif la bande dessinée, c'est pas, il n'y a pas d'enjeu dans leur idée. Il y a ce petit marqueur de sympathie. Une fois qu'on a eu cet accord de principe, on était censé faire ce qu'on avait à faire sans trop déranger en fait. Et enfin, moi, j'ai jamais perçu, à part dans les tout derniers jours, cette histoire d'enjeu. Alors, on parle de Jean-Luc Mélenchon, où c'est venu effectivement très tardivement et quasiment de façon inespérée. Et on a encore à se demander pourquoi il y a eu cet accès, hein, parce que c'est 1 heure en tête-à-tête. Je pense qu'il y a quelques journalistes de l'équipe que je suivais qui aimeraient ce genre de choses. La plupart du temps, voilà, il a fallu nous qu'on se fasse un petit peu notre place. Et plus qu'être des observateurs de ces équipes et de ces candidats, on a été souvent les observateurs des observateurs professionnels, c'est-à-dire les équipes de journalistes politiques qui, eux, ont tous les codes qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et auprès de qui on pouvait un peu aller s'accrocher. Et eux, ils étaient curieux de notre démarche, ils étaient bienveillants. Et dans le livre, on témoigne beaucoup du fonctionnement de ces équipes de journalistes. Plus, je pense, que des candidats eux-mêmes, parce qu'eux, ils ont leur boulot, c'est très verrouillé. Ils sont là pour la gagne, ils ne sont pas là pour discuter avec un dessinateur. Voilà. Je ne crois pas que c'était un enjeu pour eux.
Au mieux, c'était de l'ignorance, en fait. Oui, ok, on vous a dit oui. Allez faire vos petits dessins, quoi. Louison, toi, c'était la campagne de la loose, quand même, puisque tu suivais et Taubira et Hidalgo. Taubira qui a finalement renoncé, et Hidalgo dont on connaît la suite. Comment t'as vécu tout ça ? D'abord, je pense que le anti-héros en écriture, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc là, on était sur l'anti-candidate, les anti-candidates. Moi, il n'y avait pas d'enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, ça permet de raconter la côté beaucoup plus facilement. Et honnêtement, moi, quand on a commencé avec Mathieu à parler de ce projet, j'ai tout de suite dit, je voudrais un candidat qui ne va pas faire grand-chose. Comme ça, j'avais pas une grande ambition sur... De la même façon que j'avais suivi Hollande en pensant suivre une réélection, enfin en tout cas une nouvelle campagne et peut-être une réélection, et j'ai suivi rien. Et ça a été génial de suivre rien, parce que quand il se passe rien, c'est le moment où on se pose et c'est Beckett, quoi. Donc il se passe rien, mais racontons-le quand même. T'es quand même déchiré entre deux amours, parce qu'on sent bien que c'est cette passion cette passion pour Taubira. C'était il y a de quoi, hein. On la voit une fois, c'est fini. Après, son cœur est complètement pris. Mais il y avait la lutte surtout entre l'être humain qu'on a en face de soi et puis la personne politique et publique qui est en train de parfois faire un peu de la merde aussi, et puis qui est quand même la source de critique, je pense, à Hidalgo. Quand on la croise et qu'on parle avec elle, on se demande pourquoi elle se prend ce monceau permanent de procès en manque comme ça, de compétences, de capacités et autres, alors que c'est quand même quelqu'un qui est tout à fait... Moi, j'en ai croisé quand même pas mal des politiques, elle est tout à fait au niveau, elle est tout à fait... Donc ça, c'était certes une campagne de la loose, mais une campagne très humaine. Cocopello, il y a ces planches où tu dessines le QG de Valérie Pécresse. Ce jour-là, on a l'impression qu'elle est complètement sur une autre planète. Elle est obsédée par ses animaux, on a l'impression qu'elle est complètement survoltée. C'était un drôle de souvenir parce que c'était le moment où, en fait, durant toute la campagne, les journalistes se sont dit qui est cette personne ? Qui est-ce qu'on suit ? Elle sortait là de la région Île-de-France, les journalistes s'attendaient à suivre un Xavier Bertrand, ils avaient préparé plein de portraits sur lui, finalement c'est Valérie Pécresse, et en fait effectivement j'assiste à cette scène en fait de dingue où elle enregistre un podcast, donc c'est Valérie raconte Pécresse, vous pouvez le voir sur toutes les plateformes, Apple Music, etc., histoire de rendre un visage un peu plus humain à Valérie Pécresse, et à ce moment-là c'était une scène effectivement où elle était hyper angoissée, elle avait une voix assez douce face à ses équipes, et puis son chien allait pas bien, donc elle était là, on peut se dépêcher parce que mon chien est vraiment malade, il est pas bien, allez Pierre, on y va. Bon bah d'accord, alors on va parler de votre chien. Et pendant une demi-heure, elle s'est mise à parler de son chien. Et je me suis dit, c'est fou quand même ce qu'on fait faire au candidat à la présidence de la République. Pour son sympathique, il faut parler d'un chien qui ne va pas bien pendant une demi-heure. Voilà. Donc tout est dans la BD. Et après se passe cette scène où elle engueule un de ses collaborateurs. Et j'étais là avec mon petit carnet. Il m'avait totalement oublié. J'étais une sorte de plante verte pour eux. Et moi, j'ai tout noté. Et on te demande de trouver des gens de la société civile et des auteurs de BD. Est-ce que tu connais des auteurs de BD ? J'en déduis qu'aucun d'entre vous n'a accepté de soutenir Valérie Pécresse. J'ai proposé à Louison, tout ça, bah non, en fait, j'avais ils ont poney. refusé. Voilà, elle avait poney avec Hidalgo. Donc... Ce qui est fou, c'est qu'on voit aussi quand même au fil des pages l'histoire s'écrire, entre guillemets. Je pense qu'il y a un exemple évidemment très marquant, c'est celui de Macron, dont on comprend qu'il va téléphoner à Vladimir Poutine. On est bien avant l'invasion de l'Ukraine. Et à ce moment-là, toi-même, Mathieu, tu comprends pas très bien ce qui se passe et ce qui va se passer. Non seulement je comprends pas, mais lui-même ne sait pas, parce que cette scène, elle est début décembre, et l'invasion en Ukraine, c'est 22 février. 22 février. Donc on est vraiment bien en amont, et c'est vrai que je suis sur un déplacement, à l'époque il n'était pas candidat, c'était donc encore président non candidat, Macron, et ça se passe à Vierzon, et il évoque ce coup de fil qui doit passer avec Joe Biden et Vladimir Poutine, et pour parler de l'Ukraine. C'est vrai que sur le moment, j'ai même pas fait attention, c'est rentré et c'est sorti aussi sec, mais je procède à des petits enregistrements en loose D. Et sur le moment, tu l'avais même pas croqué ou... Je l'ai croqué, mais pas cette partie-là. J'ai croqué la partie qui concernait la journée qu'on était en train de vivre. Et puis, des mois après, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, moi j'étais en train de faire mes pages, et j'avais déjà fini les pages qui parlaient de ce déplacement à Vierzon, et là je me dis, mais en fait, j'avais la clé déjà à ce moment-là. Et donc je suis revenu en arrière, j'ai complété la séquence. Mais c'est vrai que c'est ça qui est passionnant quand on raconte le réel, c'est que
Les choses s'écrivent d'elles-mêmes. Après, c'est notre regard, bien sûr, qui va leur donner du sens. Mais quand on est en état de dessin, d'observation, on capte plein de choses. Et on assimile des informations, on s'en rend même pas compte. Et il y a des choses qui rentrent même dans le subconscient. Et qu'on est capable de ressortir et surtout l'acte de dessiner fait que on se rappelle de telle phrase qui a été prononcée à tel endroit, dans telle circonstance, qui était là, etc. C'est très très bizarre. On est tous un peu psychopathes autour de cette table. Et justement, vous dessinez beaucoup sur des carnets de croquis. Dans l'expo qui est à la Cité à Angoulême, on voit des extraits de vos carnets de croquis. Morgane, tu dessines du coup Zemmour et Le Pen. Ouais. Quand on les croque et qu'ensuite on doit les dessiner, des candidats d'extrême droite, est-ce qu'on est tenté de forcer le trait, entre guillemets? Non, c'est en tout cas une question que tu t'es posée. Justement, non. Comment dire? Là, c'est une bande dessinée. C'est différent de la caricature pure ou même du dessin de presse. On va faire vivre des personnages, donc il fallait que ce soit des personnages parmi d'autres dans ma bande dessinée aussi, quoi. Alors, c'est pas si évident non plus parce que c'est comme les marionnettes de Guignol, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui leur colle. Enfin, il y a une image qui est. Enfin, même les dessins qu'il y a eu d'eux déjà dans la presse sont presque sont très forts dès le début, quoi. Donc quand on commence à les dessiner, on a même déjà quelques tics dont il faut se débarrasser, qui sont là, et que c'est ce que j'ai essayé de faire, même si j'ai quand même exagéré des traits pour que ce soit drôle, mais au minimum, quoi. J'ai essayé d'être au plus près de ce que je voyais. Et toi, tu as une angoisse, c'est de passer pour un raciste et un facho au milieu des meetings. Oui, c'était pour avoir un petit axe humoristique dans la BD, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a eu la première blague là où le journaliste Tristan Berthelot de Libération me fait remarquer que, il décrit les styles des gens dans le meeting de Zemmour, et puis tout à coup, je me rends compte que, j'ai des docks, j'ai une petite veste, un petit bomber, etc. Et je me dis merde. Alors là, j'ai fait la blague, le mec qui se demande s'il est pas de droite. C'est marrant aussi, c'est justement la façon dont vous vous mettez en scène, c'est qu'on a l'impression quand même que vous-même vous hallucinez un peu de ce à quoi vous assistez. Je pense à Dorothée, le coup de fil à Sandrine Rousseau, où tu te retrouves, elle donne son numéro à tout le monde lors d'un meeting, tu l'appelles et tu passes je ne sais combien de minutes avec elle au téléphone où elle te balance absolument tout. Déjà, quand j'étais en train de composer le numéro sur mon téléphone, je flippais, mais gravement, quoi. Mais je me suis dit, c'est incontournable, j'ai cette possibilité, il faut absolument le faire, ça représente quelque chose, c'est important. Et puis elle m'a tout balancé pendant 20 minutes quand même, 20 minutes au téléphone. Et c'est ce qui est sorti dans la presse un mois après, quand elle s'est fait virer du comité de campagne. Voilà, donc je pense qu'elle devait dire ça à pas mal de monde, mais que c'était pas sorti. Et moi j'ai vraiment eu la sensation quand elle m'a parlé, qu'elle me parlait pour que je le raconte. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que Mathieu, quand tu as commencé la BD de reportage, ou même quand tu as suivi François Hollande, c'était, j'allais dire, assez peu connu, c'est-à-dire que les politiques à ce moment-là se servaient encore assez peu de la bande dessinée comme média ou comme médium. Là aujourd'hui, on voit que finalement assez vite ils vous ouvrent les portes comme n'importe quel journaliste, ils vous accréditent et c'est parti. Est-ce que vous avez le sentiment du coup que comme leur regard a changé, vos accès aussi ont changé et finalement que c'est beaucoup plus frustrant que toi quand tu as commencé il y a 10 ou 15 ans maintenant? Moi, j'ai commencé il y a 10 ans, en 2012. J'ai constaté une évolution, mais alors, pour moi, il y a vraiment le marqueur, c'est vraiment la sortie de Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, c'est une BD que tous les gens dans le milieu politique ont lu, tous les hommes et femmes politiques, leurs collaborateurs. Et comme c'est une BD qui a eu beaucoup de succès, en tout cas, ça a marqué un moment où ils se disent, oui, on peut parler de politique en bande dessinée de façon... certes, très distrayante, dingo, tout ce qu'on veut, mais juste, il y a une vérité. Mais c'est vrai que comment j'ai commencé en 2012, l'exercice d'être vraiment sur le terrain et de raconter en reportage la politique, c'était pas très courant, donc il y avait ni bienveillance ni rien. En fait, ils s'en fichaient, ils faisaient pas gaffe. Aujourd'hui, c'est plus facilement dans le coin, quoi. Oui, mais en même temps, c'était difficile aussi d'expliquer la démarche alors que là, on a eu quand même une relative facilité dans les accès. Ouais. Dorothée. On a eu une relative facilité dans les accès parce qu'on disait, on fait ça avec Mathieu Sapin, et donc là, les gens disaient, ah oui, d'accord, vous pouvez y aller. Mais ouais. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme c'est plus rentrer dans les mœurs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est facile. L'accès, le hockey de principe, oui, mais après, dans les faits, il faut batailler pour avoir... Parce qu'en plus, ce qui est très marrant, je pense qu'on a tous vécu ça, c'est qu'ils se figurent
ils vont venir vers toi et te dire tiens, il y a telle scène, ça va t'intéresser. Ou c'est ouais, t'as vu, il y a un beau paysage, c'est bien pour toi. Ouais. Oui, complètement. Ils veulent. Enfin, de toute façon, c'est la malédiction je pense, du métier de dessinateur, c'est que tous les gens autour de nous ont des idées de trucs rigolos pour nous. Ils ont, tiens, j'ai une idée. Voilà, on reçoit ce genre de SMS, on a toujours quelqu'un qui a une idée pour soi, en fait. Et là, et ils y dérogent pas, en fait. Ils pensent que ça va être intéressant. Moi, avec Mélenchon, toujours. J'ai aussi suivi Roussel, en fait. Ça s'est greffé en cours. Mais avec Mélenchon, il y a cette journée à Lyon, qui est son grand meeting pour la paix. C'est quelques jours après l'entrée en guerre. Et donc je fais comme à chaque fois ma danse du ventre avec l'attaché de presse par SMS interposé pour voir si cette fois-ci je vais pouvoir m'approcher un peu plus. Et on me dit oui, tu vas avoir un accès spécial. Je suis ravi, je me dis ça y est, enfin j'y suis. Et non, en fait, on va me montrer là où les militants font les sandwichs, on va me montrer le camion qui fait les streamings, en fait, les diffusions vidéo et tout ça. Ça va être bien pour... Voilà, je pense que les politiques, ils ont de toute façon la tentation d'initier un récit. Cette même journée, c'est assez frappant, et je le raconte dans le livre, le discours de Mélenchon est à peine terminé, que toute l'équipe de la France Insoumise fond sur le pôle presse. On les voit arriver, Éric Coquerel, Clémence Guettet, Manuel Bompard, et ils arrivent tout de suite, ils vont se mêler aux journalistes. Alors tu as vu, très clair sur l'Ukraine, alors là vraiment, ils essaient d'amorcer la pompe en fait, ouais, voilà. Et je pense que de cette même manière, ils s'imaginent ce que devrait être notre album. Et je pense qu'il y a eu ce jeu dès le départ. Ils s'imaginent nous intégrer à leur récit. Ça sera bien, une BD, ça sera sympa. Et est-ce qu'ils imaginent vous intégrer à leur récit et de façon du coup beaucoup plus légère et donc toucher un autre public, parce qu'on est dans la BD, on est dans le dessin, ils se disent oh, complètement. On n'est pas dans l'article quoi. Alors, peut-être Morgane, il faudrait que tu répondes pour tes candidats, mais j'imagine que c'est aussi un enjeu. D'un seul coup, si t'es un personnage de BD, t'es sympa. Et peut-être que pour des candidats un peu plus clivants, radicaux, etc., ça peut être un enjeu d'arriver dans une normalité un peu sympa entre guillemets. Non, il y a eu cette scène que je raconte dans la BD où il y a où les militants, une équipe assez proche du candidat, Zemmour, vient me voir en train de dessiner au début. C'était la deuxième fois que j'allais dans un événement pour suivre Zemmour, et puis là ils sont venus s'attrouper autour de moi, et bon, les dessins les ont fait marrer, et puis ils se sont reconnus, etc. Donc, mais après je sais pas si... Enfin quand même, il y en a un qui m'a dit tu me dessineras plus grand que je ne le suis. S'il te plaît. Et t'as fait quoi ? Bien sûr, je l'ai fait plus petit. Je me demandais tout le temps, qu'est-ce qu'ils imaginent qu'on va en faire, quoi. Avec moi, j'avais tout le temps un petit peu l'idée qu'ils savaient que je pense qu'en plus, ils me voyaient arriver avec des journalistes de Libération et tout, donc je me dis, bon, ils doivent savoir que je vais pas faire un portrait super sympa. Enfin, j'imagine, ils ont l'habitude aussi de s'en prendre plein les dents, hein, avec Charlie Hebdo, etc. On a quand même le sentiment parfois que vous leur arrachez des petits moments. Je pense à Coco Pello avec Pécresse quand elle te dit qu'elle trouve que cette campagne a été injuste. On sent que c'est le moment où là elle sort de la com. Elle se lâche un peu plus, pas parce que je suis auteur de bande dessinée, enfin peut-être, mais en tout cas à ce moment-là précis, je pense qu'elle n'a pas vu venir le fait que je lui montre son image en bande dessinée. C'est dans les dernières pages de l'album où effectivement elle tombe sur ces pages du podcast et les autres, et elle se dit mince, en fait j'ai été dessinée, et il y a du texte aussi dans la bande dessinée, et il y a des trucs qui sont... parfois très bien, très sympa et tout ça, on se dit ah c'est génial. Alors au début elle commence, elle dit ah vous avez dessiné Léonore, ah c'est drôle, elle engueule les journalistes, ah voilà super, et après elle tombe sur son image, et elle se dit ah ok bon, et en fait à ce moment là il y a eu un énorme blanc, hein, pour le raconter rapidement, et j'ai senti après que j'avais réussi à percer la carapace de fer de Valérie Pécresse, ce que les journalistes n'ont pas réussi à faire durant toute la campagne. Et moi, avec le dessin, avec ce médium, mais comme Lara qui a rencontré Mélenchon, qui s'est fait dessiner par Mélenchon après, etc., on a réussi à apporter quelque chose d'autre auquel les politiques n'étaient pas forcément confrontés jusque-là. Voilà. Donc on a apporté ce petit truc de nouveau, et là ils se sont dit, bon ok, ils ont une autre façon de nous parler, et c'est un autre dialogue qui s'est imposé. C'est là que c'est intéressant. Voilà.
Et Louison, est-ce que tu surjoues un peu le côté à la ramasse tout le temps, en retard, je vais prendre mon train, est-ce que t'as plus appuyé là-dessus parce que finalement t'avais peut-être la campagne la plus ennuyante à suivre? Ça me paraît être une question orientée. C'était finalement assez Dallas comme campagne à suivre, parce que justement, il y a eu le truc de la primaire populaire, il y a eu le peut-être pas de Taubira, puis il y a un soir où Hidalgo annonce qu'elle arrive aux 20h pour annoncer quelque chose début décembre, et je me dis, si elle me lâche maintenant alors que j'ai commencé... Donc ça n'a pas été si... C'était la longue descente aux enfers, c'est ça que je veux dire. Moi je trouve pas, parce que je trouve que ça a commencé pas haut et ça finit pas haut. Non, mais en vrai, il n'y a pas eu... elle est passée de 4 à 2, un peu, j'arrondis. Elle a divisé par 2. Oui, mais je pense à d'autres candidates blondes avec des chiens malades qui ont fait... Non, je vois pas de qui tu veux parler. Qui ont fait vraiment une dégringolade assez intense, parce qu'elles sont passées de qualifiable au second tour à pas remboursé parce que moins de 5%. Elle a perdu 10 points. Voilà, alors que le socialisme... C'est arrivé. Mais non, mais c'est sûr que j'ai un peu joué sur le... Comme j'avais pas l'intention de raconter les coulisses d'une campagne qui n'avait de toute façon aucun enjeu, vraiment, parce que je pense que même les militants, ils étaient très très jeunes. Je pense que c'est un âge où on peut encore leur faire croire que l'espoir est possible et ils avaient vraiment 8 ans. J'en ai vu un qui muait pendant qu'il criait. Et donc oui, non, j'ai voulu raconter ce qui est vrai. J'avais un peu oublié que les meetings, ça traînait, donc j'avais pris des horaires de train assez courts. Et je trouvais ça effectivement plus amusant de raconter Mais j'ai vraiment pris le métro dans le mauvais sens. Il y a vraiment eu tout ça, en fait. Donc je l'ai noté précieusement parce que j'aimais bien ce récit dans le récit. Pour travailler, on voit aussi dans l'expo à la Cité, vous aviez une boucle Signal comme messagerie WhatsApp. On a mis des extraits dans la salle d'exposition. Voilà, vous rigolez tous parce que on sent que c'était à la fois un moyen évidemment de vous coordonner, de travailler tous ensemble, mais aussi une espèce d'exutoire, une espèce de sas de décompression quand vous finissiez vos journées. Je trouve qu'on le ressent assez bien quand on lit ces conversations. Alors après, il faut le dire, il y avait 2 boucles Signal. Qu'on dévoile aujourd'hui dans cette exposition, parce que d'abord il y avait une boucle Signal avec les éditeurs. Non, d'abord tout seul. D'abord 100, effectivement 100. Ensuite il y a eu Pauline de Dargaud qui est arrivée, puis les 2 autres éditeurs qui se sont greffés. Et dès qu'ils sont arrivés, on s'est dit bon, maintenant on va poster que des trucs un peu banals dessus, et puis... On s'est refait une boucle. On s'est refait une boucle qu'on a appelée Cabinet Fantôme, où là on mettait absolument toutes les conneries possibles et inimaginables, et qui sont disponibles maintenant dans l'exposition de la Cité de la BD. Mais c'était utile, c'était le défouloir, tu l'as dit, mais aussi il faut savoir que quand on s'est rencontrés en septembre pour le début du projet, on se connaissait peut-être certains pair par pair, mais assez peu finalement. Tu pars sur un projet collectif comme ça se ressent, je pense, aussi dans la construction du livre, parce qu'au départ, chacun est dans ses pages, en fait. Et puis, au fur et à mesure, on a beaucoup fait connaissance. Je pense qu'il y a eu des journées à 300 messages sur ce Signal, en fait, où on se racontait tout. On se postait des photos de nos repas, et on s'expliquait quel t-shirt on allait mettre. Il y a eu quelque chose d'assez fusionnel qui s'est mis en place, et ça a beaucoup aidé le livre et la construction du collectif. Je trouve ça assez pertinent de donner certains de ces extraits, parce que... C'est sélectionné, quand même. Oui, alors oui, il y a plein de choses qui sont immontrables. C'est ce qui a mis le plus longtemps à être sélectionné, d'ailleurs. On les a reçus à la dernière minute. Les planches, tout ça, ça allait vite, mais alors la discussion Signal... Ouais. Mais parce que le collectif s'est vraiment créé à cet endroit-là, je pense. Donc c'était important. Dès lors qu'on se montrait nos pages, la construction en temps réel, si quelqu'un traitait quelque chose, s'il y avait un cadre explicatif sur un mécanisme ou quoi que ce soit, bon, c'est bon. Dorothée l'a fait, Coco l'a fait, je vais pas le faire, je repars de ce truc-là, les gens l'auront lu. Et ça permet vraiment de quelque chose qui soit pas empesé, où chacun reste dans son tunnel de course, en fait, dans son couloir, et beaucoup de répétitions qui seraient pas agréables à la lecture, en fait. On n'a pas eu à toucher tout ça, en fait. Ça s'est vraiment fait naturellement. On n'a pas dit, attends, là, il y a doublon. Oui, on s'est passé le relais de la narration, en fait, sur pas mal de sujets, notamment sur l'Ukraine, où ça commence dans une de mes pages, ça continue chez Mathieu, et ensuite, il y a la déclaration de guerre chez Lara. Donc ça vient vraiment du fil Signal aussi. Et je trouve que c'était aussi un moyen de s'encourager, c'est-à-dire de dire, oulala, en ce qui me concerne, je me suis retrouvée dans le train avec Yannick Jadot, donc je flippais encore. Et de dire, j'envoyais une photo de Yannick Jadot au bout du wagon et dire, qu'est-ce que je fais? Tout le monde me dit, vas-y, donc là, je ne peux pas reculer. C'est quand même une aide. Même des conseils, on se concertait tout le temps. J'ai écrit ce SMS, vous pensez que je lui envoie? Enfin, on fonctionnait tout le temps comme ça, en fait. C'est dans l'expo, Lara. Ah oui.
Là, il y a une quarantaine de pages chacun. Vous auriez pu en faire combien? Une question bête, mais on a le sentiment que... 500 chacun au moins. Non, pas moi. C'était quand même assez frustrant. On a eu beaucoup de choses qu'on a jetées, quoi, parce qu'on partait à l'aventure. Il y avait des pages énormément, parce qu'en fait, on a eu 2 délais d'impression. Il y a eu le premier qui était autour du 10 avril. 1 avril. Non, 1 avril. Donc en fait, le 1er avril, voilà, c'était pas une blague. Et on a dû rendre 200 planches. Donc en fait, on savait même pas les résultats du premier tour. Voilà. Donc on devait faire ce récit, raconter le plus de choses. Et on jetait beaucoup de choses et en fait on était dans l'urgence et on composait nos récits comme ça, vraiment en temps réel. Et alors c'est ce que tu disais, Dorothée, au début du podcast. La production, les impératifs de production rapide, ça amène quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que on fait du carnet sur place. C'est beaucoup plus utile que d'avoir un enregistreur qui prend tout. Tu vas mettre 3 heures à dérocher ce truc-là. Alors que là, en fait, finalement, ce qui te percute, qui fait que tu as envie de te faire un petit crobard, tu le retrouves. Tu as déjà fait ton choix, donc le travail est fait. Et tu peux pas niaiser effectivement sur la construction de tes pages. Tu es obligé d'aller sur une économie dans ton récitatif, même graphiquement. Il faut que ça dépote, en fait. Et ça, c'est peut-être une façon un peu nouvelle pour nous de faire de la bande dessinée. Alors que sur un album, tu peux très bien réfléchir pendant une semaine à l'agencement d'une page, parce qu'en fait, y a personne qui pousse derrière, personne qui t'attend. Enfin, tu peux faire ça tranquillement. Et les options, elles sont multiples, les choix ils sont multiples, et du coup, tu n'avances pas. Et il y a aussi la compétition saine, mais de voir que les autres... L'émulation. Qui fait qu'on se dit ah ils ont déjà fait tout ça et moi je suis en retard. Il y avait beaucoup ça aussi alors c'était toujours Dorothée qui était toujours en avance sur tout le monde, c'était très très énervant. Non mais c'est vrai que ça motive aussi. Mais c'est vrai que c'était dur au début aussi. Moi j'ai eu une difficulté, c'était quand ça a commencé. Enfin, dès le début, je me suis dit, mince, mais comment est-ce qu'on va savoir la dose qu'on doit y mettre quand on vit un truc effectivement, c'est peut-être une redite ce que je dis, mais on vit un truc, effectivement, on pourrait raconter, détailler tout, et puis en faire 50 pages, même d'un meeting, quoi. Et de jauger, de dire, mince, qu'est-ce que... Là, on pouvait pas faire un plan et dire, bon, bah, sur les 40 pages, je vais faire ça... Et moi, j'arrivais pas au début à concevoir comment j'allais prendre le risque, comment j'allais partir comme ça et trouver le rythme et tout. Puis en fait, ça s'est fait assez naturellement. Mais justement aussi peut-être assez parce qu'on s'envoyait des trucs. Et puis que Dorothée a commencé, paf, j'ai vu, ah ouais, tiens, elle raconte comme ça. Ben allez, je vais essayer aussi. Et puis voilà. Pour finir, on a du mal à se dire que cette petite bande va pas se retrouver à un moment donné. Alors je sais pas si ce sera dans 5 ans, je sais pas si c'est pour les législatives. Enfin, on verra bien. Okay. Je pense que tout le monde a envie, en tout cas, de prolonger. Là, on est dans ce qu'on appelle la promo déjà, donc là, on est encore dedans. Et puis après, il y a plein de... C'est ouvert. Mais oui, je pense que tout le monde a envie de retravailler ensemble. Ouais. Bon, en attendant, alors on découvre ce carnet de campagne chez Dargaud et au Seuil, et on vient découvrir cette exposition à la Cité de la bande dessinée, où on voit effectivement beaucoup de planches, les carnets et les fameuses conversations signales secrètes, puisque nous avons eu accès au cabinet fantôme. Oui, et que vous ne verrez jamais ailleurs. Et qu'on ne verra jamais ailleurs. Merci beaucoup à tous les 6 de nous avoir rendu visite dans ce podcast. Merci. Merci. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.